On est dimanche 17 mars, il est 12h. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance à notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Mali, un soldat français est mort au combat dans le nord du pays. Annonce faite par le président François Hollande ce dimanche dans un communiqué, ce qui porte à 5 le nombre de soldats français tués depuis le début de l'opération Serval le 11 janvier dernier. Fin hier au Gabon de la 12e édition des Journées de la Défense nationale en présence du chef suprême des forces de défense et de sécurité Ali Bongo Ondimba. Les détails dans ce journal. Voilà les titres de cette édition et on commence avec le Mali. L'Élysée annonce ce matin la mort d'un 5e soldat français dans le combat dans le nord du pays. Il s'agit d'un caporal du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême. Pas plus d'explications pour le moment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il y a 2 semaines, une vaste opération des armées maliennes et françaises aboutissait à l'arrestation de 50 djihadistes présumés sur l'île des Kadi à Gao. Après enquête, 2 habitants d'entre eux ont été relâchés. Je vous propose de voir leur retour en famille. Pour Abdoul et Saliou, c'est la libération. Ils ont passé 2 semaines ici, dans la gendarmerie de Gao. Depuis plusieurs décennies, leur village sur l'île de Kadji est un fief des adeptes du wahhabisme qui prônent un islam très rigoureux. Alors, quand le Moujao est parti, les habitants des villages voisins les ont accusés d'avoir collaboré. À son retour, Saliou est accueilli chaleureusement. Tout le monde le comprend. Ceux qui ont été arrêtés lèvent la main. Moi, je ne suis pas Moujao. Les gens m'accusent d'être du Moujao parce que mon fils a pris les armes. Plusieurs jeunes du village avaient rejoint le Moujao. 5 d'entre eux ont été livrés à la gendarmerie par leur propre famille. Mais pour les anciens, ils ont pris les armes par nécessité parce qu'ils n'avaient pas de travail. Si les enfants ont fui, c'est à cause de la faim. Les forces maliennes étaient parties à cause de la guerre et c'est pour ça que nos enfants, qui ne sont jamais allés à l'école, sont allés vers le Moujao. C'est pas parce que les gens avaient adhéré aux objectifs du Moujao. Non, ce n'est pas ça. L'armée malienne n'étant plus là, c'est le Moujao qui avait la force. Donc pour toi-même, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses aller et revenir, mais tu es obligé de collaborer. Quelle que soit la manière, l'État n'a qu'à arrêter les vrais responsables. Les pauvres types, les laisser. Pendant plus de 10 mois, les hommes du Moujao ont imposé leur autorité dans la région. Une armée d'occupation à laquelle beaucoup ont dû se soumettre. Il faudra maintenant que la justice fasse la part des choses pour qu'une réconciliation soit possible. L'armée malienne et ses alliés poursuivent leur mission de recouvrement de l'intégrité territoriale. Pour les aider à bien mener cette reconquête, les coopératives d'habitat et les mouvements de soutien à Djonkunda Traoré viennent d'organiser une cérémonie rituelle au cours de laquelle ils ont demandé aux entités supérieures de veiller sur le Mali. La cérémonie a eu lieu sur les rives du fleuve Niger à Sotuba. Je vous propose d'écouter Moussa Koné, le président de Konasco Mali. Nous sommes convenus d'effectuer des séances de prière et de bénédiction sur les 7 sites de dîmes de Kati à Bamako en faveur de notre vaillante armée en guerre contre le terrorisme. Rien ne pourra empêcher la France de François Hollande, au même moment, je dis bien au même moment, un pape du nom de François. Les Maliens, par les forces divines, sont devenus plus libres. Un des pays les plus médiatisés du monde aujourd'hui, sous le règne de Djonkunda Traoré, pour un Mali uni et solidaire qui avance vers le salut.
De plus en plus de médias américains pointent du doigt la collusion entre le Polisario et les groupes armés terroristes dans le Sahel. Après le magazine Forbes la semaine dernière, c'est un autre support des Atlantiques qui met à nu la propagande du Polisario. C'est en 1857 qu'a été fondé le magazine The Atlantic, une référence du journalisme politique aux États-Unis depuis plus d'un siècle et demi. Cette publication manifeste un intérêt croissant pour le dossier du Sahara. Le magazine a d'ailleurs publié dans sa dernière livraison un article sur le procès de Gdimizik. Le Maroc a assuré un procès équitable aux accusés de Gdimizik, et cela dans le respect des normes internationales. Les éléments du dossier étaient clairs et les procédures ont été respectées. Au sein des médias américains, de plus en plus de journalistes dévoilent les liens qu'entretient le Polisario avec les organisations terroristes en Afrique. Richard Miniter, journaliste au magazine Forbes, a publié une enquête sur la situation humanitaire dans les camps de Tindouf. Certaines personnalités américaines sont manipulées par la propagande du Polisario. Prenons le cas de Kerry Kennedy, de la Fondation Kennedy. Elle ne connaît pas la véritable nature du Polisario, qui est une organisation impliquée dans le trafic de drogue et le terrorisme en Afrique et en Europe. Le Polisario représente aujourd'hui une menace pour la sécurité régionale. On a vu au Mali le risque que font peser les organisations terroristes sur la sécurité de toute la région. Le Centre africain de l'Atlantic Council, célèbre institut d'études internationales, relève également que le Maroc a accompli un pas important afin d'aboutir à un règlement définitif du dossier du Sahara à travers la proposition d'autonomie pour les provinces du Sud. Au Gabon, la 12e édition des Journées de la Défense nationale s'est achevée hier. La base aérienne 01 de Libreville a constitué le lieu de manifestation finale de cet événement. Il s'est déroulé en présence du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Les détails avec nos confrères de la télévision gabonaise. 12e édition des Journées de la Défense, et pour la 12e fois consécutive, le président Ali Bongo Ondimba marque de sa présence cet événement militaire. Indéniablement, la dynamique de modernisation impulsée à l'origine par le chef suprême des forces de défense et de sécurité est en marche. Aujourd'hui, à travers les stands et les démonstrations dynamiques, le chef de l'État réalise certainement mieux la portée de cette ambition. C'est un processus qui ne s'arrête pas. Même dans les armées les plus développées, vous voyez que la question donc, des manœuvres est toujours présente. Aucune armée au monde ne peut vivre sans manœuvre. C'est-à-dire autant répéter les gestes, répéter tout ce qui a été appris, pour que le savoir ne reste pas simplement académique. Au service de la nation, les forces de défense demeurent des partenaires sûrs. L'armée gabonaise, qui se veut davantage une armée de métier, intègre véritablement la relation armée-nation. Pour la défense du territoire national, l'armée gabonaise peut et devra certainement mieux faire. Elle dispose d'atouts et d'outils nécessaires à la concrétisation de ses objectifs. À l'image de cette démonstration futuriste dont le Prytanée militaire de Libreville seul a le secret, l'armée gabonaise amorce sereinement sa progression vers le futur. Partons au Cameroun. Une pluie torrentielle s'est abattue hier sur la ville de Yaoundé. Les dégâts matériels sont considérables, mais pas de perte en vie humaine. Le vent violent a déraciné des poteaux électriques, privant certaines artères de la capitale d'électricité. C'est une histoire incroyable, mais pourtant vraie, à Boya, dans la région sud-ouest de Cameroun. Un jeune homme du nom de Mbonde Matouté Gabriel, 25 ans, vient de trancher la tête de son père dans le but d'être riche en peu de temps. Les détails dans ce reportage, mais attention, les images peuvent choquer. S'appelait Mbonde Likouve Mwambo, gardien de prison à la retraite, installé au quartier Boyatown où il menait ses activités champêtres. Et c'est justement dans son champ
que son fils aîné, Mbonde Matute Gabriel, est allé lui trancher la gorge suite à un guet-apens, disent les riverains. Après son forfait, le présumé coupable est rentré au village avec la tête de son père qu'il a pris la peine de laver avec l'eau de Javel. Cela dans un vulgaire sac. Lequel sac a été brandi dans le quartier accompagné de propos qui faisaient état d'un imminent enrichissement post-vente de ce précieux article. Seulement, mal lui en a pris lorsque, très tard, un habitant de Bouyatown, de retour de la forêt, est venu déclarer la découverte d'un corps. Pendant ce temps, la sœur du monsieur abattu s'alarmait de ce que son frère n'était pas rentré du champ. Les fouilles et les soupçons vont conduire au présumé assassin qui, sous la menace, ira dans la maison sortir la tête décapitée de son père qu'il s'était donné le luxe de tuer au champ. Le présumé coupable Mbonde Matute Gabriel est à présent à la police judiciaire où une enquête est ouverte. Hors du continent, cette nouvelle affaire de viol collectif en Inde, 3 mois après un scandale du même type qui avait ébranlé le pays. Cette fois, c'est une touriste suisse d'une quarantaine d'années qui a été violée alors qu'elle campait avec son mari dans une forêt. Des dizaines de policiers indiens sur le pied de guerre. Vendredi soir, un couple d'origine suisse est attaqué par un groupe de 7 à 8 hommes. Le mari est ligoté et devant ses yeux, son épouse est violée à plusieurs reprises. Âgée d'environ 40 ans, elle a été transférée à l'hôpital le plus proche. La police locale a lancé une chasse à l'homme. Ils campaient dans la jungle. Ils étaient venus pour visiter la région. Ils sont restés ici dans la jungle et ont dormi là. Personne n'en a été informé. Les coupables ont été arrêtés? Tous les chefs de la police sont à la recherche des coupables et quadrillent la zone. Selon les enquêteurs, une douzaine de suspects a déjà été interrogés. Insuffisant pour tous ces manifestants qui dénoncent l'inaction du gouvernement local. À l'annonce de ce nouveau viol, des dizaines d'Indiens sont descendus dans les rues de Bhopal, la capitale de la province où s'est déroulée l'agression. Chaque jour, il y a 10 à 12 viols ici. Le ministre en chef de notre État et celui de l'Intérieur sont dépassés. Ils devraient avoir honte. Il y a 3 mois déjà, des milliers d'Indiens étaient descendus dans la rue après un autre viol collectif. Celui d'une jeune fille de 23 ans, agressée dans un bus de la capitale indienne et décédée quelques jours plus tard. 5 hommes sont toujours jugés pour ce crime. Face à l'émotion suscitée par cette affaire, les autorités indiennes ont durci la législation contre les violences sexuelles. Et à l'instant, on apprend de la police indienne que 5 suspects ont avoué le viol de la touriste. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.